Bonjour Marion. Bonjour. Alors la première question que je vais vous poser, que représente la Vendée pour vous? Ma connaissance de ce qui s'est passé en Vendée représente un saut qualitatif dans ma perception de l'histoire de mon pays, dans ma perception de la France, dans ma perception de la politique. C'est-à-dire qu'il y a un avant et un après la Vendée. J'ai été invitée par un Vendéen il y a quelques années, à l'issue d'ailleurs d'une conférence que j'avais donnée à Nantes. Et ce Vendéen m'a dit, écoutez Marion, il faut venir chez moi, je me fais fort de vous montrer des choses dont j'ai vraiment l'impression que vous ne les connaissez pas. Est-ce que vous êtes déjà venu en Vendée? Non, bon, donc vous ne connaissez pas. Et il m'a dit, vous verrez, on ne revient pas d'un voyage comme ça, comme on était parti. Voilà, je confirme, c'est-à-dire que quand j'ai découvert ce qu'il m'a montré, c'est-à-dire toute la réalité de ce qu'a été cette résistance vendéenne à la République et ce qu'a été l'acharnement de la République contre la Vendée, d'abord, quand j'ai véritablement pris la mesure, c'est-à-dire, et j'ai pris la mesure, alors j'ai d'abord eu ce premier contact où j'ai été absolument sous le choc, et après j'ai lu les livres de Rénal Sécher, et je me souviens d'avoir pleuré. Je me souviens d'avoir pleuré. Et je me souviens d'avoir dit, mon Dieu, notre histoire, notre République, notre pays, notre histoire récente, parce que je sais bien que l'histoire n'a pas commencé à la Révolution, mais ce qui fait la notoriété de la France et ce qui fait la République française, c'est fondé sur un crime absolument inexpiable, inexpiable, sur le premier génocide de notre histoire. Alors je dis bien de notre histoire, il y a certainement eu des génocides avant et ailleurs, mais ce n'était pas notre histoire. Et dans notre histoire à nous, c'est-à-dire ce qui concerne l'Europe, l'Europe et la civilisation européenne, la Vendée, c'est le premier génocide. Alors on dit populicide, moi j'aime mieux populicide que génocide, parce que dans génocide, il y a l'idée de race, alors que la Vendée, ce n'était pas une race. La Vendée, c'était une population sur un territoire donné. Et c'est vraiment le populicide vendéen m'a fait... j'ai éclaté en sanglots. Ouais. J'ai été à ce point horrifiée que je n'arrivais pas à éteindre la lumière pour essayer de dormir, quoi, parce que trop c'est trop. J'avais déjà fait cette expérience en découvrant le génocide des Arméniens en 1915. Et ce que ça représente, la Vendée, maintenant, pour moi, bah, je pense que c'est le passage obligé de quiconque veut comprendre ce que c'est que la Révolution française. Vous voulez vraiment savoir ce qu'a été la Révolution française, pensez-vous sur la Vendée. Et aussi longtemps que vous résistez à la Vendée, vous ne pouvez pas prétendre avoir compris quelque chose à la Révolution. Et alors j'ai un ami que j'aime tendrement, que je ne nommerai pas ici, parce que je ne veux pas que tout le monde le reconnaisse. Pour l'instant, il résiste encore à la Vendée, donc il n'a pas encore compris. Quand il entrera en Vendée, à mon avis, il comprendra. Il comprendra, d'accord. Et donc selon vous, quelle est vraiment la particularité de la Bretagne et de la Vendée? Je pense que ce sont deux régions, on va dire une grande région en soi, c'est-à-dire du Grand Ouest, qui n'ont pas perdu le lien avec l'ancien système. C'est-à-dire que quand Louis XIV a fait venir la noblesse à la cour pour les tenir, pour les maintenir, et à juste titre, hein, pour corriger un certain nombre d'abus et d'exactions que commettait la noblesse dans ces territoires, et puis pour empêcher également la désobéissance inadmissible, puisque le roi est le roi et que sa parole doit être respectée, je crois avoir compris, alors si je dis une bêtise, je veux bien être corrigé, mais je crois avoir compris que les nobles du Grand Ouest n'ont pas déserté leur territoire, ils sont restés sur place, donc ils sont restés attachés à leur terre et à leur peuple. Donc il n'y a pas eu, en tout cas pour la Vendée, ça me semble particulièrement vrai, il n'y a pas eu cette cassure qu'il y a eu dans d'autres régions où les nobles étaient absents et où la politique était faite par des bourgeois de remplacement ou des intendants de domaine. Donc il y avait encore une grande cohésion entre les différentes couches de la population, et notamment le seigneur. C'est ce que Rénal Sécher racontait ça tout à l'heure. Il disait en Vendée, les paysans sont allés voir leur seigneur en leur disant maintenant au boulot, vous êtes là pour nous défendre, ce qui était totalement justifié, parce que qu'est-ce que le seigneur vivait de quoi? Il vivait des revenus de la seigneurie. À quel titre le seigneur recevait-il les revenus de la seigneurie? Ben, c'est qu'en échange que le paysan le nourrisse, le seigneur le défend. Eh bien, quand la guerre de Vendée est arrivée, les paysans sont allés voir les seigneurs en disant c'est maintenant. Et les seigneurs ont obtempéré. C'est beau, hein? C'est beau. C'est beau. Et on sait que l'insurrection pendant la Convention, les insurrections paysannes ont été assez répandues.
Paysanne et urbaine. Qui est Il y a eu Lyon, urbaine, il y a eu voilà. Lyon aussi qui a été terrible. Quel était le biais commun en fait de ces insurgés? Ils voulaient retrouver leurs anciennes libertés. La Révolution a inventé la liberté au mépris des libertés. Ouais. Dans l'ancien temps, les gens avaient leur liberté, acquise, conquise, validée par le roi. On a remplacé ça par la liberté, qui était en fait la liberté du commerce et la liberté de s'enrichir. Et on a supprimé toutes les libertés. Et je pense que le trait commun de tous ces gens qui se sont insurgés contre la Révolution, parce que faut même pas dire que la République, c'est pas la République qui a instauré la constitution civile du clergé, c'est encore la monarchie constitutionnelle. Donc les populations se sont insurgées complètement contre la Révolution pour récupérer leurs anciens droits. Je vois par exemple, par rapport à la libre circulation des subsistances, qui est le sujet que je commence à connaître bien maintenant, toutes les émeutes, parce que ce sont des émeutes partout, toutes les émeutes réclament le retour de la police des grains, le retour de la loi qui interdit et le retour de l'interdiction. La liberté du commerce, c'est ce qu'il y a de plus oppresseur pour le petit peuple. Et que demandent les peuples au début de la Révolution? C'est le retour à l'ancien système protecteur, avant que le libéralisme ne prenne toute la place. Et qu'est-ce que c'est que tous ces soulèvements de population contre la Révolution? C'est le soulèvement contre le libéralisme, c'est-à-dire contre les Lumières. C'est ça. La Révolution française a été faite par la partie populaire de la Révolution française, parce qu'il y a eu des partis non populaires. La partie véritablement, authentiquement populaire de la Révolution française, c'est pour lutter contre les idées nouvelles et retrouver les anciennes. D'accord. Il faudrait bien s'en inspirer. On peut parler aussi du biais religieux. Alors, il y a également, alors absolument, qu'est-ce qui fait la religion? Alors ça, c'est particulièrement parlant pour la Bretagne et la Vendée, qui sont des campagnes extrêmement catholiques. Qu'est-ce que c'est que la religion? La religion, c'est ce qui va créer entre les gens un faisceau de valeurs communes et un but commun, ici et au-delà. Ici et au-delà. C'est-à-dire que la religion est très importante parce que c'est celle qui garantit que les gens qui vivent dans une même région ont les mêmes valeurs, relèvent de la même morale. C'est ça une religion. On peut même être adepte d'une religion sans croire. Je parle par exemple à Charles Maurras. Charles Maurras était un catholique qui ne croyait pas en Dieu. Il était catholique dans ce sens qu'il trouvait que la morale catholique correspondait, et la politique catholique correspondait à ce qu'il voulait, mais lui-même était athée. Alors il paraît qu'il s'est converti sur le tard et qu'il est mort avec les sacrements. C'est tant mieux pour lui, c'est tant mieux pour lui, mais ce n'est pas ça qui a influencé sa politique. La politique de Charles Maurras, c'était de dire la religion catholique est bonne pour la France, elle a été bonne pour la France, et c'était ça qui créait le lien entre les Français. À partir du moment où la Révolution dit, en copiant et en singeant les Lumières, la religion, c'est de la superstition, c'est des âneries. Il faut absolument que les prêtres obéissent non plus à leur pape et à leur serment, mais obéissent à la classe politique en place. Tout s'écroule. Et les gens qui sont le plus attachés à leur terre, à leur patrie, à leur langue, à leur patrimoine, ils vont défendre la religion parce que la religion les défend. Et c'est une grande partie. Alors, Reynald Séchard nous expliquait tout à l'heure que c'est bien connu que c'est la levée en masse de 300 000 hommes pour aller faire la guerre aux frontières qui a provoqué le soulèvement vendéen. Oui, mais l'indignation vendéenne, elle a été provoquée dès la persécution des prêtres. Ouais. Les Vendéens et les Bretons voulaient continuer d'aller à la messe, une messe dite par un prêtre consacré en qui ils avaient confiance et pas par un clown qui avait prêté serment à l'économie de marché. Ça, c'était pas compatible. Et qu'est-ce que c'était que le serment qu'on demandait qu'on demandait aux prêtres de faire, ce qu'on appelait les prêtres assermentés, on leur demandait de prêter serment à la Constitution qui avait constitutionnalisé l'économie de marché. C'est incompatible avec la prêtrise. Et qu'est-ce qu'il y a un des éléments moteurs du soulèvement, bien évidemment, du Grand Ouest, ça a été nous voulons conserver nos bons prêtres à nous, notre religion, notre morale, notre mode de vie, notre tradition, notre histoire, nos églises. Voilà. Et j'ai lu, je crois que c'était dans un livre de Reynald Séchard, mais peut-être pas, je ne sais pas. Je sais que quand les premiers prêtres assermentés sont arrivés en Vendée, les gens n'allaient pas à la messe
dites par ces prêtres, et ils faisaient des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres à pied le dimanche matin pour aller écouter leur messe dans une grange, dans un sous-bois, enfin pour avoir leur messe. Les gens étaient à ce point attachés à leur tradition, attachés à leur religion, et la religion étant le lien, la religion c'est pour relier, hein, religion c'est pour relier. C'était particulièrement pertinent pour ces populations-là qui ont malheureusement laissé la vie dans des conditions absolument atroces pour défendre ça. D'accord, très bien. Vous avez parlé de l'économie de marché. Oui. J'aimerais qu'on parle un petit peu de l'économie de marché justement sur le grain et la politique justement économique sous Turgot notamment. Voilà, la justification de l'économie de marché va consister à dire le prix du grain qui est vendu à la population sur le marché ne doit pas être fonction de ce que la police va décider. Le prix du grain doit être fait en fonction de l'offre et de la demande. Ça s'appelle l'économie de marché. Pour que l'économie de marché puisse fonctionner, il faut impérativement que le grain puisse circuler librement d'un producteur à un marché, d'un marché à un autre marché. Il faut laisser la libre circulation des grains. La justification de cette libre circulation des grains a été inventée par des libéraux qui ont commencé par mentir. Ils ont dit, si on ne laisse pas circuler les grains, la population affamée dans une région qui manque de grains ne pourra pas bénéficier du grain en abondance dans une autre province. C'est un mensonge éhonté parce que précisément la police des grains assurait pour le bien commun la circulation, non pas libre mais contrôlée, des grains en période de disette. Et parmi les gros mensonges qu'a proféré Turgot en 1774 pour pouvoir faire passer sa politique libérale, il a dit « Regardez, c'est affreux, aujourd'hui la Champagne ou la Bourgogne qui regorge de grains ne peuvent pas aller alimenter la Normandie ». Alors c'est une vue de l'esprit complètement mensongère. Premièrement, parce que la Normandie, elle, regorge de grains. Et deux, si elle manquait de grains, elle est à côté de la Bretagne. Et la Bretagne et le Poitou, c'est-à-dire la future Vendée, sont à l'époque regorgent de grains et vendent à qui mieux du grain, non seulement aux provinces alentours, mais quelquefois beaucoup plus loin, et ont même la possibilité d'en vendre à l'exportation, ce qui était extrêmement rigoureusement surveillé sous l'Ancien Régime. Réussir à exporter à l'étranger, ça voulait dire que vraiment tous les garde-fous avaient été vérifiés, et eux, ils continuaient d'exporter. Ça veut dire que les arguments qui ont été développés par Turgot pour obtenir du roi qu'il laisse circuler librement les grains, ont été totalement fallacieux. Les grains circulaient sous contrôle, et lui, ce qu'il voulait, c'était que les grains circulent sans contrôle. Voilà. Très bien. Une petite dernière question. On nous parle, disons, de l'amélioration de la Révolution sur le peuple. Oui, alors j'entends ça de temps en temps. D'ailleurs, moi-même, j'étais persuadée que la Révolution française avait été émancipatrice. Eh bien, puisqu'on est devant caméra et que ça va passer sur Internet, et que je m'adresse un peu à mes futurs internautes, est-ce que vous me trouver quelque chose qui est mieux maintenant par rapport à avant et qui nous a été donné par la Révolution? Parce que moi, plus je cherche et moins je trouve. Alors, si vous trouvez, je fais appel à vous, mais... La question est lancée. Voilà, la question est lancée. Qu'est-ce que la Révolution a apporté en mieux, foncièrement mieux, au peuple? Aux marchands, on a compris, au peuple. Je voudrais savoir. Oui. Et si vous trouvez, je veux bien en discuter avec vous. Alors, ce n'est pas un défi, c'est une vraie question. C'est une vraie question, ce n'est pas un défi, ce n'est pas de l'ironie. Moi, je ne trouve plus. Je ne trouve plus. Il y a probablement des choses. Alors, on m'a dit, par exemple, un jour, on a supprimé le droit d'aînesse. C'est bien ou c'est pas bien? Qu'est-ce que ça a donné? Alors, c'est bien dans des familles que le patrimoine soit divisé entre 3 ou 4 enfants. Dans des grands domaines, dans des domaines agricoles, est-ce que c'est bien de diviser le champ au bout d'un moment, il n'y a plus d'exploitation? Est-ce que c'était pas bien le droit d'aînesse? Est-ce que c'était pas bien précisément pour que le patrimoine continue d'être... Et puis celui qui était cadet, on ne le mettait pas à la poubelle, il y avait des compensations. Je ne sais pas, est-ce que c'était mieux? Est-ce que c'est mieux? Selon les intérêts, évidemment. Sur les intérêts de qui? Oui. Voilà. Le morcelage du patrimoine foncier, est-ce que c'est bien? Voilà. Pas sûr. Dans l'intérêt commun. C'est pas sûr. Voilà. Donc c'est un appel que je lance aux internautes. Est-ce que vous pouvez trouver
quelque chose dont on puisse dire aujourd'hui, c'est mieux aujourd'hui qu'avant la Révolution. Mais il faut des arguments. Hein. Oui, quand même. Il faut des arguments, il ne faut pas des trucs en l'air. Eh, aujourd'hui, on n'est plus sur la tutelle de l'Église. Non, 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 je veux des trucs précis, quoi. Je veux des trucs précis. Et puis pas la liberté sexuelle, s'il vous plaît. Manon Sigaud, merci. Merci à vous, merci de m'avoir invité. Merci, au revoir. Au revoir.